Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Stats JDR pour un nouveau Café JDR. Et aujourd'hui, je reçois une dénommée Jenny. Alors attention, Jenny avec 3 N et 2 Y, déjà ça commence bien. Voilà, ça va être... faut réfléchir un peu. Jenny, je l'ai rencontrée, entre guillemets, en tout cas sur le net, à travers le Discord de l'ami Poulpi. Ça fait beaucoup de pseudos à la con, tout ça. Et en tout cas, d'ailleurs, je vous mets le lien du Discord de Poulpi dans la description. C'est plutôt actif ces derniers temps, il y a pas mal de joyeuderies. D'ailleurs, je les invite aussi à venir sur le mien, parce qu'il est un petit peu moins actif en ce moment. Et donc, Jenny, merci d'être là ce soir, d'avoir répondu à l'invitation. Merci à toi, salut et merci à toi. Tu vas être mangé à la sauce Café JDR, c'est-à-dire que tu ne seras pas mangé. Voilà. C'est bien, c'est une bonne nouvelle. C'est comme ça que ça se passe. Écoute, on se parle depuis quelques temps, mais donc personne là, je pense pas qu'on te connaisse encore. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es d'un point de vue jeu de rôle, et puis comme tu as envie de le dire, en tout cas, présente-toi. Bien, et bien écoute, je suis rôliste depuis fin d'année 2020, donc c'est très très récent. Une jeune pour pousse. Le coup. C'est ça. Merci. Avec une seule réelle campagne à mon actif, mais qui est une campagne très longue puisque ça fait plus de 2 ans et demi donc qu'on est dessus. Moi j'ai rejoint en plus la campagne en cours, donc je n'ai jamais vécu de début de campagne. Je suis arrivée un peu comme un cheveu sur la soupe suite au départ d'un des joueurs. D'accord. Où j'ai repris ça un peu en intérimaire à la base, qui s'est soldé par un CDI, quoi. Je vois. C'est un peu ce qui s'est passé pour Kaku, une demi-joueuse que tu connais maintenant, qui a rejoint, et ça devait être temporaire, et malheureusement c'est devenu permanent, donc maintenant on est coincé avec. Donc, c'est assez compliqué. Mais ouais, c'est assez étonnant parce que les débuts de campagne... Ah oui, alors d'ailleurs, parenthèse, on va parler des émotions en jeu de rôle. Hein. Je précise pour ceux qui nous écoutent, mais on va mettre le temps un petit peu avant d'y arriver. Et c'est marrant parce que j'en parlais récemment, le début d'une campagne, souvent c'est... En tout cas, si c'est fait correctement, c'est vachement intense, ça lance le truc. Donc t'as pas encore eu la joie d'expérimenter un début de campagne. J'ai fait une session 0 là très récemment, avant-hier soir. C'est pas vraiment une campagne, quoi, c'est un long one-shot, un one-shot entre 8 à 10 heures. Donc je découvre quand même le fait de s'approprier le personnage, le fait de discuter avant avec l'équipe, ce qui est effectivement en plus très confortable, je trouve, comparé à ce début que j'ai connu où vraiment je suis rentrée en scène en plein milieu d'une action, en ne connaissant pas les joueurs à part un. Voilà, c'était quand même assez intense. Et t'as fait le grand saut. Particulier. Débuter le jeu de rôle comme ça, en intégrant une campagne en plein milieu sans connaître personne ou presque, c'est chaud. C'est le baptême du feu, comme on dit. Mais bon, ça fait 2 ans et demi. C'est ça. Donc c'est que ça m'a plu quand même. D'accord. Et comment t'as eu l'opportunité, en fait, comment se fait-il que t'as rejoint une campagne en cours comme ça pour tes débuts ? Grâce à mon compagnon, puisque je connaissais pas du tout le jeu de rôle. Lui, on le faisait déjà depuis quelques années. Et puis à force de le regarder faire, d'écouter, je disais c'est vraiment sympa quand même. Et j'apparentais ça beaucoup à du théâtre en tant que point de vue extérieur. Et un jour, on a discuté ensemble et il me dit on a un joueur qui est censé venir, mais qui vient une fois sur 10, qui est très pris par ses études et tout ça, et ça fait que la campagne n'arrive plus à avancer. Et je dis, écoute, de façon intérimaire, pourquoi pas venir aider au moins à ce que le scénario avance jusqu'à ce que ce gars puisse réintégrer. Et puis, finalement, le MJ a validé et c'est resté sur le long terme. D'accord. Et est-ce que justement, toi qui apparentais ça au théâtre un petit peu, est-ce que tu y vois toujours des similitudes ou est-ce que ta perception a changé ? Alors, j'ai pas fait beaucoup de théâtre, mais ce qui est assez drôle, c'est que j'ai eu la même expérience de théâtre que pour le jeu de rôle. C'est-à-dire que la première fois que j'ai fait du théâtre, c'était pour mes études. On avait des semaines d'expression libre, mais surtout forcée, sur lesquelles on devait suivre des cours un peu particuliers. Et j'avais fini par choisir théâtre au bout de la 4e semaine parce que je savais plus trop où aller.
Mais je suis pas d'un nature très je suis relativement, enfin, je suis une ancienne timide, on va dire, pour être précise, qui s'est soignée. Donc c'est bien. Théâtre, ouais, le théâtre à l'époque c'était quelque chose. Et je suis donc rentrée dans ce cours de théâtre et le professeur m'a dit, eh bien écoute, on va faire connaissance. Donc on était une petite dizaine dans cette salle à suivre le cours en même temps. Il m'a dit monte sur scène et joue-moi une prostituée en fin de soirée qui termine son service. Mon Dieu. Ouais. Devant des collègues de promo avec qui j'étais depuis 2 ans. Donc c'était un autre type de baptême du feu, mais un peu la même sensation de me dire bon bah de toute façon faut y aller, donc allez. Waouh. Mais bon, au-delà de ça, effectivement, entre le théâtre et le jeu de rôle, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de points de similitude. À part voilà les déplacements, les regards du public qui peuvent être très perturbants aussi dans le théâtre. Mais c'est en tout cas un peu la même sensation de s'approprier un personnage qui n'est pas soi. Et est-ce que tu as commencé le jeu de rôle en incarnant une prostituée bourrée au sortir d'une soirée? Non, j'ai commencé le jeu de rôle en incarnant une jeune fille de bonne famille mise sous les verrous. C'était quand même différent. D'accord. Oui, aucune différence. Et pas pour prostitution. D'accord. Je vois. Et donc ouais, donc ça fait 2 ans et demi, c'est marrant. J'interroge. J'ai reçu il y a pas longtemps Rosen qui lui aussi est sur une campagne longue. Moi, j'ai jamais fait des campagnes. Pourtant, ça fait longtemps que je fais du jeu de rôle. J'ai jamais fait des campagnes qui durent aussi longtemps. En réalité. Donc ouais, et je vois pas mal de gens qui sont adeptes de ça. Mais je vais pas lancer un débat, mais c'est vrai que ces campagnes-là sont plus, tu vas me dire si c'est ton cas, plus épisodiques, c'est-à-dire les arcs narratifs vont pas jusqu'au bout de la campagne. Il y a un renouvellement un peu comme des saisons dans une série, non? Vous êtes obligé, ou est-ce qu'il y a un continuum du début à la fin quand même? Pour le coup, il y a vraiment une continuité du début à la fin. Après, on a tous été surpris, même le MJ, qui n'était pas parti sur 2 ans et demi de campagne. Mais on a tellement accroché avec nos personnages qu'on a fini par leur créer des liens avec d'autres personnes, par leur créer un passé, mais un vrai passé, pas seulement le passif qu'on décrit quand on présente son personnage. Vraiment un lourd passé, lourd de sens et lourd de conséquences sur le présent. Et il y a eu non pas des saisons, mais plusieurs énigmes qui se sont recoupées et qui finalement, aujourd'hui qu'on est quand même en fin de campagne, si on y arrive un jour, encore un an, qui partent quand même vers la même finalité. D'accord. Un peu comme un sapin, tu vois, avec les branches du bas, une énigme, et on arrive vers la cime où tout se recoupe finalement vers le même objectif. D'accord. Et c'est sur quel jeu? Quel univers? Sur Warhammer. Ah, voilà un bon choix. Oui, enfin je pense, en tout cas je connais pas beaucoup les autres, mais... C'est un de mes univers de jeux de rôle officiels préférés. Je l'ai déjà dit plein de fois d'ailleurs sur ma chaîne, mais c'est vrai que j'ai un passif avec Warhammer. J'ai mené pas mal de campagnes et Warhammer l'univers de Warhammer a fini par accoucher de mon univers maison. En fait, je suis parti de l'univers de Warhammer que j'ai personnalisé encore et encore jusqu'à aboutir à me dire qu'il fallait que je crée mon univers. Mais ça a été la base quand même. Donc tu vois, j'y suis réceptif. Je comprends. Jenny, tu disais que tu parlais des liens là dans la campagne, ce qui avait fait durer la campagne, les liens forts entre les personnages, les joueurs, tout ça. Donc ça va rejoindre un peu notre thème du jour qu'on va quand même aborder accessoirement. Donc les émotions en jeu de rôle. Écoute, j'ai pas trop on peut les aborder sous plein d'angles différents. Donc tout à fait. voilà, il y a plein de sujets. Pourquoi tu as voulu choisir déjà ce sujet? Pourquoi tu m'as proposé ça? Alors, ça va plutôt chercher du côté personnel, si tu permets. Je permets. Je suis une personne hyper émotive. Pas dans le sens qu'on peut se qualifier soi-même d'hyper émotif, mais qualifié presque médicalement d'hyper émotive.
J'ai donc quasiment toute ma vie, je me suis appuyée sur mes émotions, que ce soit pour avancer, que ce soit pour essayer de comprendre, que ce soit pour choisir mon métier, développer de l'empathie. Donc quand on me parle d'émotions à moi, forcément, ça vient réveiller quelque chose. C'est assez viscéral. Donc je pense que c'est un peu dans ce sens-là que j'ai choisi ce thème. Et de par nos échanges aussi sur le Discord, je trouvais ça très intéressant qu'on parte sur quelque chose qui n'est pas forcément abordé dans les débats du quotidien. Non, ça c'est certain. En plus, ça tombe bien parce que l'empathie, ça me connaît, je suis réputé pour ça. Donc, je vais être comme à la maison. Donc, forcément, voilà, ça va être très intéressant. D'accord, non, mais en plus, pour le coup, blague à part, c'est vrai que moi, je trouve que les émotions sont très importantes en jeu de rôle. Après, je sais pas sous quel angle tu voulais les aborder, mais justement, puisqu'on doit rejoindre un peu lier le personnel au jeu de rôle, quelles sont leurs places pour toi dans ta pratique du JDR? C'est la place essentielle. Enfin, pour moi, c'est vraiment des émotions que tout part. C'est-à-dire que si dans un jeu de rôle ou même dans une histoire en général, s'il n'y a pas un tant soit peu d'émotion dans le sens, cette petite vibration qui vient, tu sais, celle qui vient frapper un petit peu, je vais pas avoir d'intérêt. Et j'ai l'impression, après peut-être que je me trompe, de ton point de vue d'MJ, t'as peut-être pas la même version que moi, que si t'arrives pas à créer de l'émotion, tu peux pas non plus créer l'immersion totalement. Je suis à 100% d'accord. Et non, ce n'est pas pour te mettre en confiance, mais je suis à 100% d'accord pour le coup. Pour moi, c'est essentiel pour l'immersion de susciter une émotion, même si évidemment chacun va pas la ressentir de la même manière, ou en tout cas de manière plus ou moins directe. Il y en a qui font un peu plus la séparation, mais même si elle n'est pas ressentie au sens strict, elle peut être perçue. Et le fait de la comprendre, de voir qu'elle se produit, ça participe, à mon avis, de l'immersion. Et moi, je suis d'accord avec toi, s'il n'y a pas cette... C'est pour ça que j'aime tant les campagnes, en fait. Tu peux construire, tu vois. Tu parlais de la campagne longue de 2 ans, je sais pas ce que t'en penses, mais beaucoup plus que sur des one-shots, même si j'adore les one-shots pour plein d'autres raisons, mais encore qu'on peut en susciter. Mais la campagne fait qu'il y a du temps, et on passe du temps avec les personnages, soit les autres personnages joueurs, des PNJ, et donc forcément, l'émotion suscitée est plus grande. Tout à fait. J'ai pas fait beaucoup de one-shot pour comparer, mais en tout cas, dans ce que je peux imaginer, oui, c'est comme ça que je vois les choses aussi. Le temps aide à construire l'impact de ce qui peut se passer. Et alors, justement, question là-dessus, parce que donc, tu me dis que c'est quand même une part essentielle du jeu de rôle. On pourrait même dire que s'il n'y avait pas ça, ça t'intéresserait moins, si je comprends bien, le jeu de rôle. Oui, clairement, oui. Essentiellement, où est-ce que tu vas les chercher, ces émotions? Est-ce que c'est dans les relations entre les personnages joueurs? Est-ce que c'est dans les relations avec les PNJ? Est-ce que c'est par une ambiance? Est-ce que tu peux un peu plus détailler justement comment tu trouves cette source d'émotion dans le jeu de rôle? Je pense que pour vraiment être touché par une émotion, pour que vraiment je me sente vibrer de ça, il faut qu'il y ait un tout. Ça va pas seulement être un échange de paroles ou une rencontre ou un fond musical. Je pense qu'il faut qu'il y ait un petit peu de tout ça qui soit réuni justement. Et je pense que toi, tu sais, tu comprends ce que je veux dire dans le sens où quand tu es maître du jeu, j'imagine que tu soignes le ton de ta voix, le rythme de tes paroles, tu choisis tes musiques pour justement créer une atmosphère qui est propice aux émotions. Et si t'as pas un petit peu de ce tout-là, je me vois pas ressentir quelque chose juste en faisant un dialogue et en me forçant à essayer de trouver une émotion dedans. En fait, on pourrait presque dire que... Parce que toi, souvent, on parle de susciter de l'émotion dans le jeu de rôle comme moyen pour rendre la partie intéressante, bonne, peu importe. Mais en réalité, si je rebondis sur ce que tu dis, et je pense que ça peut être pertinent, est-ce qu'on pourrait pas se dire qu'en fait, les émotions ressenties
c'est le résultat, c'est la finalité. C'est si on les ressent, c'est que c'est réussi. Et donc, c'est une combinaison de plein de choses. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois. Et oui, c'est plutôt ça. C'est un peu le cadeau final, oui. Ouais, c'est ça, c'est un aboutissement. Parce que si, même si le ton de la voix, il est bien, les musiques, les relations, mais que par exemple le scénario te gonfle un truc de fou, tu peux pas à part ressentir l'émotion d'être gonflé, effectivement, tu vas pas. C'est un peu ça, ouais. Donc le tout, ok. Alors et décortiquons un peu ce tout. De quoi est-il composé ? J'ai déjà entendu quelques trucs hein, et je rebondirai dessus, mais est-ce que tu es capable de me dire, voilà, quels sont les éléments qui sont particulièrement importants, qui ont vraiment beaucoup de poids parmi ce tout que tu décris pour qu'il y ait de l'émotion qui soit suscitée ? Alors. Tout dépend quel type de question tu me poses. Si c'est au niveau de comment tu crées cette ambiance propice aux émotions, comme je te disais, ça va être pour moi le ton de la voix, les pauses que tu vas faire, les sujets qui sont abordés bien sûr. Si tu parles par rapport aux joueurs, et là je pense que c'est par contre propre à chacun. Et c'est ça qui est très difficile je pense pour toi en tant qu'MJ. C'est que certaines émotions qui vont, moi, me faire vibrer très fort vont à peine provoquer une petite bise dans les cheveux de ma voisine. T'as déjà remarqué ce genre de différence autour de ta table ? Oui, clairement. Quand mon cheval a été assassiné, je sais, ça paraît pas fou comme ça, mais ce cheval était le cheval de notre premier compagnon dans l'équipe qui est mort pendant l'aventure. Et lorsque cette jument a été assassinée, clairement, ça a été un moment d'émotion très intense pour moi, parce que au-delà du cheval déjà où c'était quelque chose de terrible en soi. Il y avait tout le passif qui véhiculait avec lui. Et les autres joueurs n'ont pas forcément vécu ça comme ça. Ah ouais. D'accord. Non, ça m'intéresse parce que c'est vrai que je m'étais jamais posé la question, pas de cette manière-là en tout cas. Souvent, ce qui va causer une émotion, si on prend l'exemple que tu as donné, c'est parce que c'est intrinsèquement lié à une histoire imaginée, mais personnelle par rapport à ton personnage, et donc à toi, parce que c'est ton extension quand même. Bien sûr. Ouais, remarque, tu es en train de me dire que c'était quand même le cheval d'un ancien compagnon, donc il n'était pas lié qu'à toi, il était aussi lié aux autres joueurs. Et donc ils ont pas fait le lien entre le cheval et le joueur, quoi. Par contre, dans l'équipe, il y avait donc deux membres du départ qui étaient décédés. Donc, il y avait un nouveau joueur qui n'avait pas eu d'échange avec ce premier joueur décédé. D'accord. Qui nous avait rejoint après. Et est-ce que ça a posé, justement, moi c'est ça qui m'intéresse, est-ce que le fait que tu ressentes cette différence dans le ressenti des joueurs, est-ce que ça t'a posé problème, façon de parler, hein, tout est relatif, mais dans justement le moment où tu vivais cette émotion-là, toi ? Alors non, pas du tout, parce que justement, comme je te le disais, les émotions, ça fait une bonne quinzaine d'années, je pense que je les analyse sérieusement. Et qu'aujourd'hui, j'ai aucun problème à assumer mes émotions, même pendant un jeu de rôle ou même dans la vie de tous les jours, personnellement. Donc à moi, ça m'a pas posé de soucis. Le fait qu'on ressente pas tous la même chose, non, c'est plutôt assez humain finalement. Parce que moi, ce que je me dis dans des cas comme ça, justement, et là, on va aller un peu du côté joueur. Parce que c'est vrai que la tendance, moi j'ai aussi un biais là-dessus, c'est de penser côté MJ, comment il va gérer ça, tout ça. Mais est-ce que tu penses pas que les autres joueurs, ils ont aussi une responsabilité, justement, pour faciliter un peu un ressenti ? Je te donne un exemple un peu extrême, un peu fort. Tu vois que t'as un des joueurs qui vit un moment d'émotion, pas forcément démonstratif, mais tu vois qu'il est à fond dedans, il est dans une phase sérieuse de la partie, on va dire. Eh bien, à ce moment-là, je pense que ça peut être le rôle des autres joueurs de le percevoir
et de pas sortir une vanne, même si eux, ils ont une distance par rapport à ce moment-là, parce que ça va potentiellement venir pourrir, même si c'est pas une intention belliqueuse pleine de malice, mais ça peut pourrir quand même le moment du joueur. Clairement, je suis tout à fait d'accord. Et justement, quel dommage, quelle que soit l'émotion, si tu décides de la jouer et si tu décides en plus de la jouer RP, bah oui, effectivement, c'est pas le moment de casser le jeu du joueur en question, quoi. Peut-être même le servir. J'avais vu une interview, alors, on va dire quel rapport, mais une interview de Tom Hanks par rapport à son film La Ligne Verte, tu sais, de l'adaptation de Stephen King. Oui. Et il y a une scène, alors non, c'était pas une interview de Tom Hanks, c'était une interview de, comment il s'appelle, celui qui fait John Coffey, justement, j'ai oublié son nom, paix à son âme. Il expliquait que il y a un moment, il a une scène où il joue, et la caméra est braquée sur lui, ce qui fait qu'on ne voit pas son interlocuteur, qui est Tom Hanks, et il explique pourtant que Tom Hanks joue complètement la scène, pour l'aider lui, dans sa scène, alors que Tom Hanks n'est pas filmé. D'accord. Et donc, tu vois ce que je veux dire ? Je me dis que les joueurs en jeu de rôle, ils ont aussi cette... Il n'y a pas que le MJ, ils ont cette responsabilité peut-être de venir renforcer la scène, même si eux, ils ont une certaine distance émotionnelle par rapport à ça, pour venir créer un instant, un peu une épiphanie au moment où ça se produit pour un des joueurs. Alors, personnellement, je vais être tout à fait d'accord avec toi, mais je peux aussi comprendre que, par réflexe, certains joueurs ont tendance même à casser cet élan. Parce qu'il faut admettre que les émotions sont pas forcément toujours bien vues. Et quand tu sens un de tes collègues de table qui est en proie à certaines émotions, ça arrive aussi, je pense que les joueurs se disent, là, j'ai pas l'impression qu'elle le vit très bien, ou voilà, je vais essayer d'intervenir pour casser ça. Qui est très dommage, je trouve. Mais c'est un réflexe assez naturel quand même. Là, c'est dans le cas où ce qui se passe en jeu transpire de manière négative sur un joueur. C'est ça que tu décris. En tout cas, que les autres joueurs perçoivent de manière négative. Après, je pense pas qu'il y ait d'émotions négatives en soi. Pour ma part. Ah, c'est intéressant ça. Alors, en tout cas, pas en jeu de rôle. Ok, alors on va pousser un peu le truc, parce que moi j'ai eu pas mal de discussions justement à ce sujet-là, où certains font particulièrement, ce qui est logique, hein, d'ailleurs je le critique absolument pas, beaucoup font attention justement que... Je vais prendre un exemple plutôt. Alors tu t'inquiètes pas, hein, je prends toujours des exemples dont on dirait qu'ils n'ont pas de rapport, mais c'est comme ça. Quand moi j'aime bien écouter les musiques un peu tristes, dépressives, etc. Je sais pas pourquoi. Okay. Mais par contre, ça m'envoie pas dans un état de dépression. Tu vois, c'est comme si tu avais une corde sensible qui vibrait, mais pour autant, ça t'emmène pas dans la situation de tristesse réelle. En tout cas, moi c'est mon cas. Il y a une sorte de filtre entre les deux. Donc je peux quand même ressentir la vibration et ce que ça renvoie, sans partir dans un état de dépression. Et en jeu de rôle, on te dira, certains l'appellent d'ailleurs avec un horrible anglicisme, ils l'appellent le bleed, c'est-à-dire que ce moment souvent c'est un drame, dramatique, etc., transpire tellement qu'il va affecter le joueur de manière négative, c'est-à-dire qu'il passe plus un bon moment. Alors ça m'est rarement arrivé honnêtement de voir ça, mais c'est là que je voulais dire, parfois ça peut devenir négatif. Qu'est-ce que t'en penses par rapport au fait que tu dis qu'il n'y a pas d'émotion négative en jeu de rôle ? J'en pense qu'après c'est aussi au joueur de prendre sa responsabilité, celui qui est concerné par cette soi-disant mauvaise émotion. Si tu sens que t'es pas en capacité de gérer la scène qui arrive, ça va être à toi de la survoler. Moi je trouve que c'est dommage, parce que je suis partisane du y a pas d'émotion mauvaise. Si elle te fait résonance un peu trop fort, c'est parce que toi personnellement il y a quelque chose qui est pas géré derrière. Je suis pas psy et je me prétends pas psy, attention. Voilà, c'est mon analyse, c'est pas basé sur des études ou je sais quoi. Mais si c'est trop dérangeant, c'est qu'il y a quelque chose qui vient percuter, quelque chose que toi en tant que personne t'as pas envie d'aller réveiller.
Et dans ce cas-là, c'est peut-être à toi aussi de ne pas rentrer trop loin dans cette scène-là si tu te sens pas capable de la jouer. Donc j'ai du mal à imaginer comment une scène pourrait, contre ton gré en tant que joueur, te mettre dans un état vraiment mauvais émotionnellement. Alors, je vais rebondir sur ce que tu dis. Je suis assez surpris d'ailleurs, honnêtement. Donc, on n'en avait pas discuté avant, on n'avait pas discuté vraiment ensemble des émotions dans le jeu de rôle. Et je m'étais dit, toi, j'avais eu un biais, un a priori, pas forcément négatif d'ailleurs. Je me disais, bah, tu vas faire partie de ces personnes qui font très attention, d'une certaine manière, à ce que ça va susciter chez la personne en face de négatif. Or là, on dirait, et je suis plus comme toi là-dessus, je vais être honnête, c'est un truc qui fait, je sais pas si tu es au courant, qui fait assez polémique dans le monde du jeu de rôle maintenant, c'est que tu as l'air quand même de mettre la responsabilité justement de cette émotion peut-être un peu trop violente sur la personne qui la ressent. C'est sa responsabilité à elle de soit avertir, soit se reculer un peu. Tout à fait, à 100%. Ah ouais, alors ça, ce qui est marrant, c'est que moi quand je le dis, je me fais taper sur la tronche. Non mais je suis très étonné. Hein. Ouais, peut-être. Non mais je suis étonné parce que c'est vrai que ça fait pas très longtemps que tu fais du jeu de rôle, c'est un peu une opinion un peu fraîche, on va dire là-dessus, et je m'y attendais pas. Est-ce que tu connais cette je voulais pas aborder ce sujet, en fait, c'est un sujet hyper polémique, enfin hyper toute proportion gardée dans le jeu de rôle, c'est les outils de sécurité émotionnelle. Je sais pas si tu as entendu parler de ça. Très peu, vraiment très peu. J'ai entendu que on pouvait, je sais plus le nom, c'est un nom anglais aussi. Alors là, c'est vraiment pas là où je suis douée. Qu'on pouvait dire stop à certains moments si la conversation allait trop loin en appuyant sur une carte avec un X. Voilà. C'est ce genre de truc là. Des choses comme ça. Ce genre de truc là où en fait on réglemente, c'est vraiment réglementé, il y a des règles pour justement éviter ces moments négatifs, et moi j'ai toujours pensé que en fait le bon sens suffisait, et que pareil, sécurité émotionnelle au moment sur une session 0 ou autre, les tenants de la sécurité émotionnelle, en tout cas pour certains, je généralise pas, vont mettre la responsabilité non pas sur ceux qui risquent de ressentir, par exemple s'il y a une thématique qui les ennuie, parce que voilà, ça les ramène à un truc de leur passé, et bien la responsabilité c'est sur les autres, de penser à leur demander. Alors que moi j'ai toujours pensé que c'était l'inverse en réalité. Je suis même plus dur que toi, dans le sens où ouais, je pense que ça va créer polémique aussi. J'imagine juste de façon tout à fait logistique un MJ avec 4 joueurs autour d'une table. La vie en général n'est pas simple, donc j'imagine que ces 4 personnes peuvent avoir leur propre traumatisme, forcément. Je me dis, pardon, mais pauvre MJ qui doit penser que un tel ne doit pas partir sur tel sujet, que l'autre ne doit pas aborder tel sujet, que le troisième il faut surtout pas aller sur ça. Enfin, je sais pas, mais ça devient un parcours de santé en fait, c'est d'être MJ quoi. Mon Dieu, je rigole parce que les gens vont vraiment penser que je filtre mes invités avant de les inviter. C'est parce qu'en fait, bon, j'ai déjà évoqué ce genre de sujet, et souvent, quand j'évoque ça, je rentre en débat parce que souvent en face, on ne sont pas d'accord. Et quand tu as voulu parler des émotions, je me suis dit, ça va être cool parce que je vais peut-être avoir quelqu'un, justement, en plus tu m'avais dit hyper émotif, tout ça, je vais avoir quelqu'un qui va être un peu... je vais pas dire dans l'opposition, mais on va avoir peut-être un avis divergent sur cette partie-là. Je m'étais dit, voilà, ils vont voir que les stats invitent des gens aussi qui sont pas d'accord. Je suis désolée. Et en fait, ça me fait vraiment marrer. Et comme quoi, tu vas me dire si je me trompe, mais tu me dis que t'es hyper émotive, donc t'as voulu parler des émotions, t'as un passé à ce niveau-là, donc clairement, on peut pas te reprocher d'être insensible. Ah non. Voilà. Ah non. Mais justement, pour moi, c'est là où je comprends pas le débat. C'est que... En fait, c'est 2 choses totalement différentes. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, si tu viens mettre en émoi une personne un peu trop forte, tu es directement taxé d'être quelqu'un de cruel ou de méchant ou de sadique.
alors que y a rien de mal à ça. Enfin, moi, si je reçois une émotion, comme je disais que je peux pas gérer, il m'appartient de dire stop, même en plein milieu du jeu de rôle. J'aurais pas de problème à dire ça, je peux pas y aller, c'est pas possible. Je sais pas vraiment sur quelque chose de vraiment extrême. Après, je pense que comme tu disais, c'est une question de bon sens et que la plupart des MJ, en tout cas ceux que j'ai pu côtoyer, ne vont pas partir sur des sujets tout à fait horribles volontairement non plus. Mais typiquement, quand je parle de l'histoire de la jument, moi j'ai un gros problème avec le mal qui peut arriver aux animaux. Et on en a parlé récemment. C'est comme ça. C'est ça. C'est très cliché, c'est très Brigitte Bardot, mais c'est comme ça. J'y peux rien, c'est viscéral, ça me met la nausée, ça me rend mal, mais mal. Et pourtant, dans la campagne, j'ai dû abattre plusieurs fois des chiens. J'ai dû avoir la description de ma jument qui meurt en déversant son sang à côté de moi. Et ouais, c'était pas facile, mais en même temps, c'est aussi une part des émotions. Les émotions, c'est pas seulement la joie, l'amour, l'euphorie. Non, il y a tout un côté très sombre, et ces émotions-là sont tout aussi intéressantes. Et si tu reportes toute la responsabilité sur le MJ, dans ce cas-là, pour moi en tout cas, tu fais un univers de bisounours où tout le monde s'adore, et comme ça tu prends aucun risque. Mon Dieu, t'es en train de gâcher mon coup de com'. C'est incroyable. Je me suis dit, je suis désolée. C'est vraiment un scandale. Franchement, voilà, je me suis dit, c'est mon token émotion qui arrive. Je l'ai invité pour ça. Non, ceci est faux, hein, bien évidemment. Mais je m'étais dit, voilà, ça y est, il va y avoir un peu de friction sur la partie sécurité émotionnelle. J'allais montrer que je prônais, et ce qui est vrai en plus, le pluralisme des idées. Et là, tu es en train de me parler, d'employer des termes que j'utilise. On n'est pas dans un monde de bisounours. C'est la responsabilité de la personne de prévenir et il n'y a pas de problème. Après, il faut écouter ce qu'elle nous dit, il n'y a pas de souci. Bon, comment rebondir? Oups. Ouais. Donc en plus, tu vas m'amener, bien sûr, je vais avoir PETA va porter plainte contre ma chaîne aux nombreux abonnés. Donc voilà, la Ligue de défense contre les animaux, puisque tu tues des chiens en jeu de rôle, visiblement. Oui. En même temps, c'est des chiens qui sont quand même très très proches du chaos. Hein. C'est un peu. Bon alors ça va. Oh bah d'accord. Alors les chiens du chaos, ça va. Ceux-là, on peut. Moi, j'appelle ça de la discrimination, mais bon, c'est pas grave. C'est vrai. C'est malheureusement vrai. D'accord. Ok. Bon bah écoute, tu auras pas de friction là-dessus. Non, mais par contre, je trouve ça quand même intéressant d'avoir ce retour justement d'une personne pour qui les émotions c'est extrêmement important et qui justement montre que néanmoins il y a un côté, comme tu l'as dit, logistique de si on doit penser à toutes les possibilités négatives qui pourraient survenir, c'est quand même gênant. Penser pour les autres, j'entends. Je pense que c'est à chacun de dire voilà, moi j'ai mes limites là-dessus. Et peut-être même, comme tu le dis en partie, ça j'avais jamais entendu cet argument, mais savoir peut-être un moment prendre sur soi, tant que c'est pas trop le calvaire non plus bien sûr, et prendre une distance sur la scène en question, je sais pas, aller boire un coup pendant que ça se produit ou un truc comme ça. Ou même profiter de ce moment-là justement. C'est un peu dans ce sens-là que je te disais, les émotions sont devenues quelque chose de presque tabou. Parce qu'on a des traumas, parce qu'on est des êtres humains, parce qu'on a tous eu des vies forcément écorchées, et donc il faut pas retourner là-dedans. Mais la vraie question là-bas, c'est pourquoi est-ce qu'il faut pas aller un peu gratter là-dedans? En fait, t'es pire que moi, là, c'est terrible. Non, en fait, je fais le parallèle avec ça parce que, en fait, toute cette conversation-là, on est bien d'accord que c'est avec des joueurs adultes, consentants, responsables, mais le jeu de rôle est aussi de plus en plus utilisé dans l'éducatif ou dans le soin. Donc là, on est sur d'autres types de règles parce qu'on est face à des personnes qui sont souffrantes, qui sont encore dans des traumas récents ou pas guéris, où les blessures sont encore très ouvertes. Mais on se rend compte finalement, il y a beaucoup d'études qui ont été faites et il y a beaucoup de choses qui ont été essayées. On se rend compte que le jeu de rôle justement permet d'évacuer les émotions qui n'ont pas pu être évacuées sur le moment du trauma, ou de revivre certaines scènes, toujours avec la volonté de la personne, hein, bien sûr, c'est pas quelque chose d'imposé, de revivre certaines scènes qui, à l'époque, n'ont pas été vécues comme la personne aurait souhaité le vivre. Donc là, on est sur d'autres règles en ce qui concerne la sécurité émotionnelle, comme tu l'appelles, bien sûr.
Mais c'est dans le sens aussi où finalement, aller gratter là où ça fait un peu mal, c'est pas toujours forcément quelque chose de mauvais. Même pour un joueur lambda. S'il en a envie, bien sûr. Non, bien sûr, on n'est pas là pour forcer, mais je trouve ça vachement intéressant et je vais te renvoyer à ce que je disais tout à l'heure. Tu sais, quand je parlais de... Alors, je suis pas psy non plus, hein, je précise, hein, voilà, c'est vraiment de l'interprétation, mais quand je disais que j'aimais écouter de la musique un peu triste, déprimante et tout ça, en fait, je me dis... Je vais prendre un autre exemple, saugrenu. Tu sais, des fois, quand t'as mal aux dents, c'est vraiment bizarre, mais... Et tu sais, des fois, tu t'appuies pour faire mal, d'une certaine manière, pour exorciser un peu la douleur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tout à fait. En fait, c'est comme tu es en contrôle de ta propre émotion négative ou ta propre douleur, ben c'est une manière de se dire, écoute, je contrôle, là, je la ressens à fond les ballons, mais c'est moi qui décide. Comme ça, une fois que ça s'est évacué, peut-être que je serai plus armé lorsque le moment viendra où c'est pas moi qui vais décider. Oui. Et aussi parce que je pense qu'il est plus facile d'avoir très mal un bon coup qu'une petite douleur lancinante qui dure. Et je pense que c'est pour ça que tu forces sur tes mâchoires. Comme finalement, c'est beaucoup plus facile d'aller gratter les cicatrices qui sont pas très très propres. Ouais, non, mais c'est sale comme comparaison, mais après, attendez, s'il vous plaît, ne grattez pas la croûte quand même. Hein. Une fois qu'il y a la croûte, laissez-la tomber. Il faut pas les gratter trop quand même. Hein. Nous ne sommes pas médecins, nous ne conseillons pas de gratter les cicatrices de manière littérale. Mais non, c'est intéressant et je pense que effectivement dans le jeu, moi je suis entouré de quelques joueurs, peut-être pas tous à ma table, mais je peux en nommer au moins 2 qui aiment bien, pour reprendre l'expression de ma joueuse, les histoires et le drame qui nous donnent envie de nous tailler les veines. Alors, c'est pareil, faut pas le prendre littéralement, encore qu'on pourrait se poser la question, mais il y a une sorte de... Et je pense même pas que c'est du masochisme, encore une fois, parce que c'est pareil, écouter de la musique triste, c'est pas du masochisme. Non. C'est une manière de ressentir quelque chose qui est intense, tout en ayant une sorte de contrôle de distance, puisque c'est une émotion qui, malgré tout, n'est pas associée à du... Je sais pas si tu seras d'accord, mais qui n'est pas associée à du réel, au sens strict du terme. L'émotion, elle l'est, mais elle est par rapport à une situation fictive qui se déroule dans le jeu de rôle. Oui. Après, je suis plutôt d'avis de dire aussi que ça peut permettre aussi de jouer une scène qui est triste, par exemple. Ça peut permettre aussi, je sais pas si ça t'a déjà fait ça, certains moments où tu véhicules un truc dans ta vie personnelle pendant 2-3 jours où t'as une sensation de lourdeur, c'est pas une période très très folichonne, quoi. Et le fait, si tu te sens dans un moment comme ça, un peu, c'est pas de la tristesse, c'est pas de la dépression, mais voilà, ça va un peu moins bien que d'habitude, et que tu fais une scène de tristesse, justement, pour moi, j'ai l'impression que tu purges aussi tout ce que t'avais renfermé chez toi dans ta vie réelle de course, où voilà, tu travailles de 8h à 18h et t'as pas le temps de te poser la question si t'es triste, en colère ou juste fatigué. Et voilà, le fait de les poser et de les mettre en scène, pour moi, je trouve que tu ouvres la soupape et tu laisses échapper tout ce qui était contenu dans ta vraie personne et non pas dans ton personnage. Ouais, j'avais jamais réfléchi à ça comme ça, en réalité. C'est vrai que moi, en plus, quand je discute un peu sur la communauté en ligne de jeux de rôle, j'ai souvent, en tout cas, j'ai la sensation d'avoir le commentaire inverse, c'est-à-dire les gens, quand ils sont pas dans une bonne passe, comme ça, ils ont pas envie, comme toi, d'aller... Et pourtant, je comprends tout à fait ce que tu me dis, et moi, je suis plutôt en accord, mais ils veulent pas aller gratter, ils veulent plutôt se changer les idées, tu vois. Alors peut-être que ça dépend des personnes, peut-être que c'est une erreur de penser qu'on veut changer les idées, j'en sais rien. D'un autre côté, et tu vas me dire ce que t'en penses là, surtout pour quelqu'un qui a beaucoup d'émotions justement, comme tu le disais, est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de pudeur, c'est-à-dire si tu vas trop gratter pendant une session de jeu de rôle, tu te sens peut-être une responsabilité de ne pas mettre les autres mal à l'aise, ou toi-même t'exposer face à d'autres gens en plein milieu de la partie, parce que peut-être que tu pourrais avoir un moment vraiment où ça se voit, quoi, que tu ressens quelque chose.
Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de ça? Comment toi tu le gères d'ailleurs? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un moment en pleine table où ça se voit que tu ressens de l'émotion? Ah oui, 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 à plusieurs reprises. Après, j'ai la chance, entre guillemets, d'être hyper émotive, donc les gens sont habitués en fait. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est pas grave, je veux dire, je pleure devant les publicités de Noël, je pleure devant les spots de défense de la SPA, voilà, c'est assez infernal, mais justement, les gens sont pas choqués. Et en fait, même moi, j'ai jamais eu ce besoin de cacher. Je fais un parallèle avec mon travail, parce qu'on n'est pas du tout sur le même sujet, mais ça se rapproche un peu. Mhm. Quand j'ai fait mes études, on avait une thèse à soutenir au bout des 3 années. Et quelque chose qui revient très souvent dans l'apprentissage de ce diplôme, c'est la juste distance avec les personnes qu'on accompagne. D'accord. C'est un mot qui m'a toujours agacée énormément, parce que pour moi, il est absolument impossible de maintenir une juste distance avec qui que ce soit. C'est une valse permanente, tu seras forcément un jour un peu trop proche, un jour un peu trop loin. Et j'ai décidé de présenter ma thèse sur les émotions dans le travail social. Autant te dire que au jury, ils m'ont pas raté. Forcément, en me disant que j'avais pas conscience de la distance, que tout ça, que voilà, investir de ses émotions, c'était quelque chose de trop personnel dans son travail. Ce qui est vrai, mais pas à partir du moment où tu as une gestion de tout ça. Et le fait d'être hyper émotive, enfin, c'est du quotidien. Donc, limite, je vais utiliser ce que je ressens, que ce soit dans le JDR ou dans le travail, pour en déduire quelque chose et essayer de faire avancer avec ça. Je sais pas si je suis très claire dans ma façon d'expliquer ça. Mais je pense, sans vouloir te passer la pommade, que tu as l'air quand même d'avoir une grande maturité à l'égard de cette caractéristique particulière, à savoir ton hyper-émotivité. On voit que tu as travaillé sur le truc quand même, que tu l'acceptes complètement. Tu vois ce que je veux dire? T'es un peu en maîtrise de ton manque de maîtrise d'émotion. Ouais. Oui, enfin en même temps, t'as pas le choix. Je veux dire, tu peux pas passer ta vie à chouiner dès qu'une émotion vient te caresser l'épaule, quoi. C'est beau. Donc, j'aime entendre ce genre de choses. Comme quoi, non mais tu es une leçon pour beaucoup de gens. Je diverge un peu du jeu de rôle. Non mais je vais te dire pourquoi. Parce que il y a plein de gens qui pensent que parce que justement on a une forme de pragmatisme comme toi, c'est-à-dire voilà, on n'est pas dans un monde de temps, parfois c'est le monde il est pas à l'écoute de nos émotions, etc. On peut à la fois être ça et être hyper émotif. C'est pas antinomique et il y a plein de gens qui ne perçoivent pas ça. Et combien de fois j'ai été accusé, le mot est peut-être un peu fort, mais d'avoir un manque d'empathie parce que je disais exactement ce que tu viens de dire. Mais c'est pas du tout la même chose. Pas du tout. Je suis quelqu'un qui est énormément dans l'empathie. Parce que justement, je sais trop bien ce que ça fait. mais c'est pas pour ça qu'il faut En fait, j'ai du mal à comprendre le mouvement de s'apitoyer sur quelqu'un qui est en train de ressentir des émotions en face de toi. Mais c'est très bien, tu ressens des émotions, tu vibres, qu'elles soient négatives ou positives, mais en tout cas, ça signifie que t'es vivant. Donc, à partir de ça, c'est génial. Ouais, c'est une manière très positive de voir la chose, et c'est peut-être ça qui nous fait rechercher justement dans le jeu de rôle même des émotions ultra négatives, pour reprendre les termes de ma joueuse, qui te donnent envie de te tailler les veines. C'est peut-être parce que tu te sens vivant en fait de ressentir ce genre de truc. C'est même à travers l'imaginaire. Bien sûr. Je pense vraiment, oui, puisque même à travers l'imaginaire, tu vas ressentir ces petits papillons dans le ventre ou ces frissons de peur. Donc l'émotion, elle va être réelle et c'est toi en tant que joueur qui va l'encaisser. Alors, donc ouais, ça serait possible que ce soit une recherche de vie. Justement, continuons là-dessus. Je sais pas si tu regardes le chat pendant qu'on discute. Non. Ne le fais pas parce que je vais pas tout de suite te poser la question il y a eu quelques réactions. Moi, dans le jeu de rôle, j'affectionne également tout ce qui est. Enfin, moi, j'aime le tragique de toute façon, de manière générale. Alors, j'aime autant ne pas le vivre, le tragique, mais j'aime bien le vivre à travers des fictions, en tout cas.
justement, et je ne souhaite pas le vivre évidemment dans la vie réelle, même si malheureusement parfois, c'est notre lot à tous à un moment ou à un autre. Bien sûr. Mais j'aime bien le tragique, le drame, les moments effectivement de tristesse, je trouve qu'ils sont extrêmement puissants en jeu de rôle. Je voulais savoir si tu trouvais justement il y a certaines émotions en jeu de rôle qu'il est plus facile de transmettre que d'autres en termes d'intensité. En tant que joueur, Peu importe, prends la question comme tu veux. Volontairement, je la garde très large. Je m'inspire d'une question qui a été posée sur le chat et qui était beaucoup plus spécifique. Mais je veux pas trop te guider en fait dans la réponse. j'ai envie de te répondre que c'est, je pense, lié vraiment à ton caractère personnel. À part si tu es un excellent acteur, là c'est pas mon cas du tout, donc je sais pas. Peut-être que si tu es un très bon acteur, tu peux incarner un personnage et vraiment prendre jusqu'à ses réactions, son caractère. Là, je sais pas, ça dépasse ce que je connais. Mais forcément, ça va toujours être plus facile de jouer des émotions que je connais. Typiquement, on rigolait tout à l'heure, je connais pas le fait d'humilier des gens, vraiment, honnêtement, parce que c'est quelque chose qui me répugne quand je le vois, et je n'ai jamais essayé d'humilier quelqu'un en public pour voir ce que ça faisait. J'aurais beaucoup de mal à jouer une scène où je vais humilier quelqu'un. Je pense. Que moi j'humilie mes joueurs à chaque partie. Enfin, il s'humilie tout seul en réalité, mais bon, ça c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Ceci est un autre débat. C'est un autre débat. Non, mais toi, tu parles de le jouer. Moi, je te parle de le faire ressentir. Enfin, en fait, il y a la ma joueuse réagissait. Elle disait en fait pourquoi elle dit qu'elle aime les trucs où les histoires où on a envie de se tailler les veines. En fait, elle dit qu'en partie, c'est peut-être dû au fait que les émotions négatives sont plus facilement ressenties en jeu de rôle à travers une fiction que de la joie. Elle disait d'ailleurs, je la cite, elle dit c'est même ça que je regrette un peu dans le jeu de rôle, c'est que on ressent moins la joie. Alors c'est peut-être à force de jouer avec moi parce qu'effectivement il n'y a pas trop de joie dans les histoires que je propose, mais c'est vrai que elle a raison, en fait, je m'étais pas posé la question et je te soumets aussi la réflexion. J'ai l'impression qu'en jeu de rôle, il y a quand même assez peu de moments de félicité parce que justement, ce qui va créer du jeu, parce qu'il y a aussi ce côté-là, c'est souvent le négatif, des choses qui se passent contre lesquelles on doit se battre, enfin, de manière générale. Oui, je suis relativement d'accord et je suis en train de me dire qu'un jeu de rôle où on aurait beaucoup plus de joie, d'amour et tout ça, je suis pas sûre qu'il y aurait beaucoup d'adeptes en tout cas. Alors est-ce qu'on pourrait, parce qu'il y a peut-être moyen justement de contraster, moi je pense que c'est en jeu de rôle, si on veut susciter justement des moments de joie, alors est-ce que ça sera de l'intense joie comme elle le disait pour la citer complètement, je sais pas, mais des moments de félicité ou d'intense satisfaction, je pense que c'est justement lorsque c'est en contraste avec plein d'émotions négatives, pour qu'il y ait un comparatif. Pour pouvoir apprécier encore plus les moments de félicité, oui. Mais je suis assez d'accord qu'on tourne quand même autour souvent du glauque ou de la tristesse ou du deuil. Ou, voilà, ça va quand même être plus récurrent que la joie, le bonheur et l'amour, je trouve. Ben ouais, il y a de ça. Et même après c'est peut-être un parti pris, peut-être que c'est un type peut-être que c'est pas, ça serait intéressant de savoir ça en fait. Peut-être que tout le monde n'est pas pareil à ce sujet-là. Suivant, il y a peut-être qui joue à My Little Pony, j'en sais rien. Mais à ce qui paraît, c'est très violent My Little Pony. J'ai fait cette blague-là il y a 2-3 jours. On m'a dit non mais My Little Pony c'est horrible en fait. Ouais. Les poneys se dévorent entre eux et tout. Oula, alors c'est My Little... Ouah, la vache. My Little Pony, ouais, Exorcist. Dark alors, ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, ah oui, ok. Ouais, non mais peut-être. Je suis en train de réfléchir en fait à mes campagnes passées. Est-ce qu'il y a eu des moments de joie? Je vais culpabiliser maintenant. C'est vrai que...
Bah, ils sont plus courts en général. Nous, on en a eu beaucoup sur la campagne longue qu'on fait, Ah ouais, mais on les détaille beaucoup moins. Ouais, dans Warhammer, hein, c'est surprenant, mais d'accord. on y passe moins de temps, effectivement, que les décès, les deuils, la tristesse, la colère. Eh bien, peut-être que ça, c'est horrible, hein. On va finir par déprimer avec ce café JDR, mais en fait, les moments d'épiphanie, de joie sont peut-être justement des épiphanies parce qu'ils sont brefs, alors que la tristesse et tout ça, c'est rarement bref en fait. C'est un sentiment lancinant, puissant. Tu peux pas dire je suis triste pendant 5 secondes, enfin pendant 5 minutes, tu vois. Oui. Alors que tu peux être joyeux pendant 5 minutes et après, ça y est, c'est passé. Oui, effectivement. Et peut-être aussi que, en tant que personne humaine, on va peut-être chercher les émotions justement qui sont difficiles à gérer dans la vraie vie, plutôt que celles qu'on a envie de préserver. Et tu vois, si c'est instinctivement une façon de pas de guérir, faut pas exagérer, mais d'aller gratter encore, hein. Je pense qu'il y a rien à soigner du côté du bonheur en fait. Donc c'est pas forcément par là qu'on va se tourner quand on va vouloir inconsciemment rejouer quelque chose. Ok. Euh, Après, je dis pas que tous les GDR sont non plus des thérapies, hein. Non, Attention, non. il y a du jeu pour du jeu aussi, et heureusement. Non, bien sûr, mais en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était pas forcément que ce soit d'ailleurs conscient. Vraiment, pour moi, la discussion était allée sur un terrain où je me posais la question, et d'ailleurs, je te soumets à une autre réflexion qui émerge de ce dont on parle. En fait, je suis en train de me dire que nous, alors, je prétends pas connaître ta vie ni celle des autres. Bon, globalement, on vit d'une manière, comment dire, on n'est pas à la rue. Moi, je connais pas, je connais la vie de personne, hein, mais on est dans une situation où, de manière générale, on n'est pas dans une lutte constante et une dépression constante. On a tous des problèmes, des gens qu'on a perdus ou ce genre de trucs, mais Bien de sûr. manière générale, bon, On n'est pas dans une survie non plus. voilà. Et donc, je me dis que peut-être qu'on a plus de moments de joie ou de joie, après, pas forcément des épiphanies à fond, mais des moments où c'est correct, plutôt que des moments tragiques. Alors peut-être qu'on va chercher dans le jeu de rôle ce qu'on ne vit finalement pas très souvent. Et si on vivait du tragique dans nos vies, je me dis, alors tu m'as dit le contraire tout à l'heure, mais peut-être que si on était vraiment dans des situations tragiques, je sais pas si on voudrait pas vivre l'inverse dans le jeu de rôle. Je te donne un... Je sais Ouais, vas-y, Je pardon. sais pas, en tout cas, je pense que si on était vraiment dans des vies tragiques, pour pousser l'exemple loin, si tu me permets, si on vivait ce que vivent même nos personnages, en fait, dans des univers qui sont quand même très hostiles, je suis pas sûre, en tout cas, qu'on aura envie d'aller chercher encore plus Mais de cette exactement. noirceur. C'est ça en fait que je dis, c'est que peut-être qu'on va chercher ce tragique, ce mélodrame presque, ou cette mélancolie, parce que on ne la vit pas, en tout cas pas de cette manière, et pas aussi intensément, et pas aussi souvent, et heureusement, et malheureusement pour certaines personnes c'est le cas, hein, bien sûr, mais comme tu dis, si on était dans une situation vraiment où c'était la mélancolie en permanence, est-ce qu'on aurait envie de faire ça? Je te donne un exemple un peu perso sans rentrer dans le détail. Il y a des années de ça, j'avais quelqu'un de proche qui avait une longue maladie grave, tout ça, donc qui en est mort. Et c'était à peu près la période où Dr House, la série, émergeait. Et tout le monde en parlait. Ok. Et donc les hôpitaux, machin et tout ça. Et j'avais commencé à mettre la série. Et en fait, au bout de 20 minutes, tous mes potes regardaient. J'ai dit en fait, j'ai vraiment pas envie d'aller chercher ça, quoi. Je vis ça trop souvent, trop tout le temps. Bien sûr. C'était même pas que ça me mettait dans de la déprime en fait. C'était juste que, en fait, non, je le vis déjà trop pour le revivre en plus dans du fictif. Bien sûr, tu avais déjà ta dose de tout ça dans ton quotidien. C'est ça. C'est une histoire de dose en fait. À mon avis, à travers le jeu de rôle, pour les gens qui aiment l'émotion comme nous là-dessus, on veut aller chercher des émotions peut-être qu'on ne ressent pas ou pas de cette manière dans la vie réelle, pour expérimenter un peu tout le panel qui s'offre à nous. Peut-être. C'est une bonne théorie en tout cas.
Bon, en tout cas, c'est une réflexion que je soumettais. Et je voulais rebondir sur un truc, mais j'ai perdu le fil à cause de cette tangente. Mince. Le temps que tu retrouves, si tu veux, moi j'ai un exemple aussi de... Alors c'est pas tout à fait le jeu de rôle, on s'écarte un peu. Mais j'accompagne des personnes qui sont réfugiées de guerre, donc qui ont été admises en France après étude de leur passif, qui ont vraiment vécu la guerre, qui ont fui les bombardements et tout ça. J'accompagne ces personnes dans leur intégration en France. Et donc le jeu de rôle, j'y ai déjà songé. Je te laisse imaginer que la plupart ne sont pas francophones et que donc rentrer dans du jeu de rôle, ça serait très compliqué. Ouais. Par contre, on a déjà fait des ateliers de mime. Donc voilà, ça se place entre le théâtre et le jeu de rôle, mais bon, c'est quand même incarner quelque chose, même si c'est sur des actions très courtes. Hein. On a commencé ce jeu de mime avec fait le métier de, je sais pas, peintre, plombier, voilà, des choses relativement simples. Jusqu'à ce qu'un résident me dise, moi j'ai envie de faire quelque chose de libre, et toi tu trouves ce que je suis en train de faire. Et nous a rejoué La fuite de son pays. Alors c'était, pour le coup, pour moi, de façon surprenante, extrêmement violent. J'étais pas prête à ça, on en était à mimer de planter des fleurs. Hein, donc, mais je me suis dit, un peu pour rejoindre ce que tu disais, toujours sans être psy, mais j'y ai vu vachement d'espoir, dans le sens où cette personne avait pris assez de distance avec ce qu'elle avait vécu pour pouvoir le remettre en scène. Et elle pouvait se permettre d'aller chercher les émotions qu'elle avait vécues à ce moment-là, parce que c'était peut-être pas digéré, faut pas exagérer, mais en tout cas assez travaillé pour qu'elle puisse en faire quelque chose devant d'autres personnes. Donc ça va à l'encontre de ce que tu viens de dire, où justement tu vas pas forcément rechercher ce que t'as pas, mais c'est peut-être aussi une autre façon de voir les choses où tu peux te permettre d'y retourner quand toi t'es à l'aise avec ça. À l'aise ou relativement à l'aise. On n'est jamais, je pense, tout à fait à l'aise avec les émotions du passé, mais je suis persuadée que tu as pu regarder Dr House par la suite ou d'autres séries. J'allais le dire. Je pense qu'il y a une dimension temps et une manière de faire le deuil au sens large. Hein, d'ailleurs, le deuil de l'émotion négative, hein, pas forcément d'une personne d'ailleurs, ou d'un passé. Je sais pas, dans ton exemple, la personne depuis combien de temps elle avait quitté, enfin, à quand remontait en fait ce dernier événement tragique. Plusieurs années. Ouais, voilà, tu vois. C'est moi l'exemple que je donnais. Attention, je me compare pas du tout à ce qu'a vécu cette personne, qu'on s'entende. Hein. Moi, le Dr House, voilà. C'était vraiment pratiquement immédiatement après. Donc, tu vois, je pense qu'il y a une dimension justement, et ça va pas tant à l'encontre, parce qu'une fois que tu as pris un peu le taureau par les cornes et que tu es de nouveau en maîtrise de ça, tu peux recommencer doucement, et c'est même peut-être conseillé de commencer à aller regratter pour reprendre la maîtrise plutôt que de fuir éternellement, une fois que tu as suffisamment de force pour le faire. Tout à fait. Bon, ben, c'est léger tout ça. Voilà, si vous nous écoutez, évidemment, sur les stages JDR, on écoute pour s'amuser. Voilà, tout est léger, de bonnes émotions. Mais j'ai retrouvé le fil de ce sur quoi je voulais rebondir, un truc que tu as dit tout à l'heure. Et justement, on va essayer de remonter la pente doucement. J'étais curieux d'avoir un exemple, ou des exemples, si t'es inspiré, justement des moments de joie que tu mentionnais, ou de joie, ou félicité, ou peu importe. Dans le jeu de rôle, tu m'as dit que vous y passiez moins de temps, mais est-ce que tu as des exemples qui te viennent en tête ? Oui, j'en ai plusieurs. Un particulier qui a été très intense. Alors, je vais faire ça brièvement parce que 2 ans et demi, il faut pas que je m'attarde sur les détails, hein, sinon on en a pour très longtemps. Mais mon personnage a adopté un enfant trouvé chez les elfes, et cet enfant était en train d'être transformé en dryade. Donc il avait déjà une partie du corps recouvert d'écorce suite à un maléfice. Et donc il a été soigné par les elfes, puis par les demoiselles du Graal. Et il ne parlait pas du tout. Il était totalement muet.
Mon personnage donc est rentré suite à cette excursion en ville et a rejoint une partie de sa famille à qui elle a laissé cet enfant pour aller combattre ce qui restait à combattre. Et à son retour, cet enfant avait appris pas à parler couramment, mais à aligner quelques mots. Et mon MJ que j'adore lui a fait dire « Maman, je t'aime » quand il m'a vu. Magnifique. Magnifique. Et là, oui, même si c'est fictif en tant que joueuse, mais waouh, t'as le cœur en réalité qui explose en 1000 morceaux. C'est vraiment ça, quoi, littéralement. Et le paradoxe, c'est que tu as quand même envie de chialer. Tu vois. Clairement. Ça, c'est sûr. Donc au final, c'est une félicité, mais pas de joyeuserie, quoi. On chiale quand même. Non, mais effectivement, c'est intense comme truc. Mais c'est quand même quelque chose de très positif. Et après, je place pas non plus les larmes forcément que avec des choses négatives. Je suis quelqu'un typiquement qui peut pleurer de joie aussi, qui peut pleurer de bonheur. Enfin, voilà, les larmes n'ont jamais été quelque chose de sombre. Parce que moi, je suis en train d'essayer de trouver un comparatif, parce que je trouve que l'exemple est très beau. Alors, je suis en train je cherche l'inspiration sur le chat, mais j'ai un de mes joueurs qui me liste des trucs, des émotions ressenties dans les campagnes qu'on joue. Et ouais, il y a rien de positif. C'est terrible. Après, il est de mauvaise foi, mais c'est pour ça. Qu'est-ce qu'il me dit exactement? Il me dit qu'il a sa sœur. Alors c'est du fictif, hein, bien sûr, je précise quand même, mais sa sœur. J'ai eu ma sœur au téléphone et je l'ai entendue mourir en live. Je suis revenu en ville pour voir ma mère adoptive mourir. Non, que du positif. Bon, que veux-tu que je te dise? Bon. Effectivement. Après, je me dis que quand tu as un ton de campagne qui est globalement mélancolique, d'ailleurs j'adore le mélancolique en jeu de rôle, c'est peut-être plus subtil que la vraie tristesse, je trouve ça vraiment intéressant, et plus lancinant, c'est plus sur une durée en général, et je trouve que le mélancolisme est très poétique, et donc comme j'aime le poétique, voilà. Et je me dis que même si tu as des moments comme ça, tels que tu le décris, qui sont joyeux, le terme est peut-être pas bon, mais voilà, des moments de félicité, positif. Je me dis que lorsqu'ils sont superposés à un ton global très sombre, je pense que justement ces moments de joie sont toujours un peu mélancoliques quand même. Tu vois ce que je veux dire, parce que oui. Sur une toile de fond un peu déprimante. Oui. Et puis il y a aussi tout ce que ça projette. Mon personnage s'est attaché à cet enfant. J'en prends cet exemple-là parce que je pense que c'est le plus marquant, qui a été le plus fort. Mais mon personnage s'est attaché à cet enfant comme étant sa mère. On est dans le monde de Warhammer. Cet enfant, visiblement, a des tendances à se rapprocher de la magie. On est en Bretonie dans Warhammer, donc ce qui est totalement interdit. Donc, il n'est pas dit que cet enfant va survivre très longtemps dans cette ville. Ouais. Donc, c'est à double tranchant aussi. Waouh, on vit des moments très euphorisants, très forts, le lien familial, tout ça. Mais en même temps, le personnage garde en tête que tout ça, c'est très précaire. C'est encore pire. Ben c'est ça. Donc il y a toujours une petite pointe. C'est plus complexe. C'est non manichéen. C'est pas que de la joie, c'est doux amer d'une certaine manière. Exactement. Ouais, donc on n'est toujours pas quand même dans de la joie glorieuse. Hein. Non, effectivement, en même temps, pour moi, le jeu de rôle reflète quand même, alors pas dans le même univers, on est d'accord, j'ai jamais ouvert ma porte sur un troll prêt à me décapiter, dans la vraie vie, heureusement. Ah bon ? Moi je fais ça tous les jours. Moi tous les jours, je vais retrouver 3 trolls le matin, prêts à me décapiter au propre comme au figuré, donc tu vois. Mais je me dis que les ressentis sont transposés, mais on est quand même pas très loin du résumé de nos vies aujourd'hui, si tu grossis les traits bien sûr, mais
combattre pour des causes importantes. On est quand même dans des univers où il y a beaucoup de discrimination, où il y a une forte différence entre le peuple très pauvre et le peuple très riche. Enfin, on rejoue quand même. Alors, pour ce que je connais, hein, attention, je répète toujours, j'ai pas beaucoup d'expérience, mais dans ce que je vois, on rejoue quand même nos clichés de la société actuelle dans des univers autres. Je pense, et je pense même que d'ailleurs, on s'éloigne même pas du sujet des émotions parce que c'est en retrouvant des éléments du réel que nos émotions, on peut plus les ressentir en jeu de rôle dans du fictif parce que ça fait plus vrai. Ça fait écho, ouais. Ça fait écho, c'est un meilleur terme. Et c'est exactement ça. C'est pour cette raison que moi j'aime bien aussi. Je veux pas lancer un débat, mais au-delà des parallèles avec ce qui se passe dans le présent, j'aime bien les parallèles avec ce qui a pu se passer dans l'histoire. D'ailleurs, souvent ça se rejoint parce que bon, ça se répète beaucoup. Mais quand il y a ça rejoint un truc que j'ai dit sur ma dernière vidéo sur les référentiels communs. Utiliser des références communes d'événements, de luttes bel et bien réelles, de sujets, qu'ils soient sociaux, religieux ou autres, parce que c'est des référentiels qu'on a tous autour de la table et donc qui sont très utiles pour transmettre des émotions parce qu'on a un exemple sur lequel s'appuyer pour comprendre ce qui se passe. Effectivement. Écoute, là ça fait 1 heure qu'on discute, très intéressant. J'aurais un dernier truc quand même à te demander. J'en aurais même 2, mais je sais pas si on va avoir le temps. Commençons par un truc dont tu m'as parlé avant de débuter. Tu m'avais dit que tu voudrais peut-être partager comment toi, en tant que joueuse, vu que t'as pas encore l'expérience de MJ, tu aides justement, je sais plus comment tu l'avais formulé, mais comment tu aides la table, comment tu transmets des émotions. Voilà, plutôt que de le ressentir, de le recevoir, on a surtout parlé de ça. Comment toi, tu vas le transmettre à la table en tant que joueuse? Eh ben, les réponses vont un peu se retrouver finalement parce que là, je parle vraiment personnellement parce que je ne sais pas si tout le monde fonctionne comme ça. Mais en tout cas, pour transmettre, il faut que je ressente. Donc, il faut déjà que j'ai l'émotion en moi pour pouvoir en faire quelque chose. Donc, s'il n'y a pas eu d'émotion qui est passée avant, je vais pas avoir grand-chose à redonner. Mais si le contexte y est, je vais être capable déjà de le faire que en RP. Pour vraiment passer l'émotion, je vais pas pouvoir la passer seulement en expliquant ce que je suis en train de faire. Il va falloir vraiment que moi-même je me glisse dans le personnage totalement. Malgré que je sois en RP, je vais aussi décrire ce que je fais. C'est pas seulement dans le discours. Ça va être... j'en avais déjà parlé avec toi, mais on a beaucoup ri puisque dans Warhammer, j'ai réussi à instaurer des câlins. Qui est assez drôle pour les joueurs de Warhammer en général, hein, donc, quand on leur dit que les gens se font des câlins là-dedans. Mais n'empêche que ça a pris contre toute attente et que mon MJ joue avec ça en faisant faire la même chose aussi à des PNJ maintenant. Parce que justement c'était l'histoire de mon personnage collait. Mon personnage a une révélation sur ses origines qu'elle ignorait, à retrouver une partie de sa famille, à adopter un enfant, à retrouver son ami d'enfance dans tout ça. C'est déjà un personnage qui balade tout un tas d'émotionnels derrière elle. On n'est pas sur une guerrière qui va au combat tout le temps, même si oui, mais pas que. Donc le personnage est propice à ça. C'est facile pour ce personnage de véhiculer de l'émotion. D'où l'importance, et ça rejoint une thématique que tu m'as suggérée pour une de mes prochaines vidéos, d'avoir construit un minimum de passif au personnage. Tout à fait. Parce que ça va faciliter justement la transmission d'émotions et même le ressenti d'émotions une fois qu'on s'est construit quelque chose qui est propice à ça. Tout à fait. Ouais, c'est une bonne boucle. Écoute, je vais résister à te poser d'autres questions
Ah, allez, quand même, celle-là, faut que je la pose, quand même. Je t'en prie. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Le passif, je vais te poser l'autre question, hein, mais je veux quand même creuser un peu ça. On a encore quelques minutes. Le passif est vraiment important parce que, en plus, le maître du jeu, lui, peut rebondir sur ton passif, qui forcément t'est très personnel parce que c'est toi qui l'as créé, pour susciter, transmettre des émotions. Et donc, toi, tu vas être plus apte à ressentir ces émotions parce que tu as créé du personnel que tu mets à disposition du MJ. Tout à fait. Tout à fait. Et là, ce qui est intéressant dans le personnage que je vis actuellement, que j'incarne actuellement, c'est que j'ai préparé une base pour ce personnage par rapport à sa famille et tout ça. Et le MJ en a rajouté vraiment sur le passif du personnage en cours de jeu, en me disant, mais voilà, sans prévenir, d'un seul coup, tu te rends compte que, voilà, je vais pas tout révéler non plus, mais que tu te rends compte qu'il y a ça qui change dans ta vision, dans la vision que tu avais de ta famille. Puis j'ai demandé à en rajouter, puis lui aussi, et finalement, ce qui a été vraiment très fort, c'est que autant mon MJ que moi, on a pu être surpris par ce que devenait ce personnage, puisqu'on en a rajouté chacun un petit morceau. Alors aide-moi à comprendre, quand tu parles de rajout, c'est rajouter en cours de jeu des éléments de son passif ou à travers le jeu ça... Ah ouais, d'accord, vous avez fait ça comme ça ou... En fait, à travers le jeu, elle a découvert ses réelles origines. Compris, ok, d'accord. Ça, très clair. Ah oui, donc forcément, ça rajoute des liens personnels. Moi, j'appelle ça faire du personnel et du viscéral. Et tu as employé ce terme-là en début de conversation. Exactement, oui. Et ça, c'est un truc que je dis tout le temps. Faire du personnel et du viscéral, c'est vraiment le meilleur vecteur de l'émotion en jeu de rôle. Tout à fait. C'est marrant, cela dit, comment... alors on va m'accuser de faire une différence entre les deux, mais comment les hommes et les femmes, en tant que joueurs et joueuses, peuvent avoir des approches différentes. Alors, je le dis plus pour la blague que pour la réelle analyse, hein, honnêtement, mais tu parles d'un enfant, là, dans ton exemple. Il se trouve que donc ma joueuse, puisque c'est ma seule joueuse, a également une relation avec un enfant dans la campagne. Elle est un peu une sorte de mère, ou plutôt de tante de substitution qui aimerait être sa mère, un truc un peu bizarre aussi. Mais elle s'y est vraiment attachée, là où... mais avant qu'elle arrive dans le groupe, mes joueurs, donc masculins, se sont retrouvés un moment à faire un choix par rapport à un enfant et ils l'ont carrément sacrifié. Donc... D'accord. Autre style. Alors, pour défendre tes joueurs, mon personnage, donc, qui a adopté un enfant, je sais pas comment étaient ces enfants qu'ils ont dû sacrifier, mais assez récemment, ce même personnage qui a secouru un enfant, qui prend toujours la défense des enfants et des opprimés, a abattu froidement 2 jeunes filles qui avaient pris des mutations. Ah ouais. Donc, bon, là encore, les mutations étaient attestées, donc éventuellement elles étaient constatées. Bon, d'accord. Là, c'était dans le doute. Dans mon cas, il y avait un enfant et pour X ou Y raison, ils avaient des raisons de penser que peut-être cet enfant pourrait être dangereux. Mais après tout, des raisons de penser, il y avait beaucoup de spéculation et donc dans le doute. Ils l'ont confié à une vieille et ils l'ont fait cramer dans une baraque. Ok. Voilà. Donc c'est autre style. C'est ça, un peu plus radical. Peut-être. Voilà, et exactement. Et dernière question pour pas finir sur une histoire de meurtre d'enfant quand même. Tu l'as effleuré tout à l'heure. Tu as parlé de musique, tu as dit que pour toi c'était l'une des composantes des émotions dans le jeu de rôle et moi je veux l'aborder même rapidement parce que pour moi c'est extrêmement important. J'ai beaucoup de mal à jouer maintenant sans musique. Je trouve que ça ajoute énormément pour ressentir l'émotion d'une scène. Je voulais avoir ton avis là-dessus. Je suis tout à fait d'accord. Et de façon étrange, quand j'ai commencé le jeu de rôle, ça me dérangeait. Ah ouais. La musique me gênait. Après, j'ai un caractère
comme ça de base et je m'étais mis une énorme pression pour rejoindre ce jeu de rôle. T'imagines le contexte, je viens de rencontrer mon compagnon, il me présente à tous ses rôlistes et on me dit bah vas-y prends de l'intérim et puis remplace le joueur. Faut pas faut pas que je me rate quoi. Donc je m'étais mis une pression dingue et finalement la musique me dérangeait parce qu'elle m'empêchait de me concentrer. J'arrivais pas, je me sentais un peu entraînée par cette musique jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait il fallait juste que je me laisse entraîner par cette musique et que ça irait beaucoup mieux après. Mais la première sensation, ça a été de dire je coupe la musique parce que ça me gêne et j'arrive pas à rester claire dans mes idées, paradoxalement. Aujourd'hui, je pense que s'il n'y a pas de musique dans un jeu de rôle, il va me manquer quelque chose, clairement. Ah oui, oui. Ouais, t'as su passer outre la distraction et maintenant tu laisses la musique s'imprégner enfin la scène plutôt s'imprégner de la musique. C'est ça. Après, c'est même pas que je suis passée au-dessus de la distraction, c'est que je pense que, comme tout ce que tu fais pour la première fois, tu te sens très maladroite, très à côté de la plaque, et puis petit à petit, quand même, la confiance s'installe au moins un minimum, quoi. Oui, il paraît que c'est comme ça que le commun des mortels ressent la chose. Bon, donc, j'ai du mal à me projeter dans ce genre de situation de faiblesse. Je suis navré. C'est bon. Ton ego a toujours fait ça à ta place, je suppose. Non, pas mon ego. Allons, ne sois pas mauvaise langue. En cette fin de conversation si agréable, tu étais fort plaisante et là maintenant t'es en train de... Non, franchement, restons en bon terme. De redevenir insolente. Voilà, c'est ça. Ne sois pas insolente, s'il te plaît. Non, mais c'est vrai que moi, la musique, c'est devenu vraiment un truc... j'en abuse comme pas possible. D'ailleurs, ça me prend beaucoup de temps dans mes préparations. Mais un temps que j'aime bien, en l'occurrence, parce que pour chaque scène potentielle, chaque lieu où j'ai soit une musique, soit un son, soit les deux, pour chaque ambiance, c'est classé par ambiance, par émotion, j'ai des variantes, enfin bref, c'est vraiment devenu un outil que j'utilise énormément et je peux plus faire sans. Ouais, par contre, j'imagine que ça te demande un énorme travail en amont, effectivement. Je sais pas si c'est vraiment un... Je réfléchis, parce que il y a du temps quand même, surtout en début de campagne, parce que j'ai tendance à me construire une bibliothèque en début de campagne. De toute façon, je dirais que 70% de mon travail, c'est en début de campagne. Après, je commence à être plus en vitesse de croisière. Plus elle se lance, plus elle est lancée, moins j'ai de boulot. Mais en fait, avoir des musiques ou des sons, bizarrement, ça aide aussi ma préparation parce que ça peut me créer des étapes, des moments, ça aide à structurer mes idées narratives dans la tête. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois. Voilà, comme des repères un peu. Exactement. Okay. Exactement. Donc c'est devenu une partie intégrante de mon travail de préparation. Toi, quand j'ai une idée, il va sans doute se passer ça, tout ça, mais je me dis j'ai un peu peur de me lancer parce que c'est encore vaseux. Je me dis ok, je vais chercher quelques musiques, quelques sons, et puis en fait tout va s'emboîter, s'organiser, se structurer, et je vais me sentir prêt. Au même titre que les joueurs, ça t'aide à poser le décor en fait mentalement quoi. Ouais, voilà, c'est ça, okay. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est une aide à... C'est génial parce que j'allais te demander si toi, en tant que MJ, la musique t'aidait aussi. Donc c'est parfait. Oui, complètement. Mais c'est même fondamental. Et on a parlé beaucoup d'émotions, de ressentir des émotions. C'est dommage. Je voulais te laisser le dernier mot de la conversation, mais là tu m'as lancé sur un autre truc. Parce que le MJ ressent aussi des émotions. C'est pas tout à fait la même chose que le personnage, à mon avis, que le joueur qui vit le truc personnellement, surtout qu'il y a une distance du MJ, qui a une vue d'avion un peu de ce qui se passe quand même. Mais le MJ ressent quand même l'intensité de la scène, un peu plus comme un spectateur, forcément. En tout cas, moi, c'est mon cas, puisque je vois la scène. En fait, c'est la scène qui me suscite de l'émotion. Je la vis pas à travers un personnage en particulier. Tu vois ? Oui. Mais il la vit quand même, et le fait qu'il y ait une musique le permet aussi, et j'ajouterais, parce que ça à la limite c'est assez classique, peut-être moins classique,
dans ma phase de préparation, la musique m'aide à ressentir les scènes potentielles, parce qu'elles surviennent pas forcément, en amont, et me permettre de tester un peu la puissance émotionnelle de la scène. Tu vois, je vois. Sur moi-même. Je vois. Je vois. C'est super intéressant, effectivement. Je teste et franchement des fois c'est vraiment ce que je fais pas sur tout, hein, sinon je passerais des heures, mais un truc particulier là, j'ai fait ça aujourd'hui, l'arrivée dans un lieu potentiel, tout ça. J'ai 3 sons, une musique et 2 sons, et je me suis imaginé le moment. Et je l'ai testé comme ça en l'imaginant moi-même pour voir l'impact que ça aurait, et ça m'aide aussi à choisir la bonne musique. Tu vois, si je sens que la musique va pas avec l'instant, j'en prends une autre. Je vois. Excellent. Écoute, je vais te repasser la patate chaude pour finir. Est-ce que tu as un dernier mot, un dernier sujet, une dernière réflexion que tu voudrais partager ? C'est le pire moyen de te redonner le truc, mais c'est pas grave. Clairement. Tu peux dire non. T'auras tout gâché, mais tu peux dire non. Là, c'est ça. J'ai pas envie de... Ouais, un dernier mot pour finir. Pour compléter. Alors, je reviens un peu loin, mais tant pis. T'as voulu me relancer la patate chaude, donc... ça marche. On parlait de l'inquiétude de ressentir des émotions. Et de la responsabilité de chaque joueur de savoir s'il est capable de l'assumer ou pas. Ça empêche pas aussi, je trouve, qu'il puisse y avoir une bienveillance du groupe. Je me dis qu'on a peut-être été un peu dans le sens... c'est un peu la responsabilité de chacun, et puis chacun se débrouille avec ça. Ça empêche pas que si un joueur a besoin... Enfin, il faut quand même, je pense, rester vigilant en tant que joueur, de voir si un autre joueur a besoin de parler de tout ça après cette séance de jeu de rôle parce que ça a été trop violent. Il faut quand même savoir être à l'écoute de ça. Je pense. Bien sûr, Même si on n'est pas psy, même si on n'est pas... Mais voilà, un joueur qui se fait du mal pour donner tout ça dans son personnage, je pense que c'est bien de s'assurer que tout va bien avant de couper les micros quand même. Bien sûr, moi je pense que pour servir un argumentaire, on s'est voulu plus trancher que ce qu'on est réellement. Il est évident, mais ça fait partie du bon sens, qu'il faut être un minimum à l'écoute et par principe ne pas faire semblant de ne pas voir si un joueur est pas dans le meilleur état. Et c'est évident. Je suis d'accord avec toi. Moi j'ai le cas, et en abordant ça, j'ai peur de trivialiser un peu la discussion qu'on a, parce qu'on parle d'émotions fortes, etc. Je vais retomber d'un niveau là, voire de 2. Moi j'ai beaucoup cet aspect-là, cette attention aux joueurs, à certains, non pas sur des émotions particulièrement intensément négatives du style tristesse, dépression, tout ça, mais sur des éléments de frustration, d'un point de vue purement pratique. Les joueurs ça c'est... D'ailleurs j'ai beaucoup de mal avec ça, mais je peux avoir certains joueurs qui se frustrent ou qui se braquent quand c'est un peu difficile. On n'a pas tous la même appétence, à mon avis, pour le défi ou les situations vraiment dures. Mais pas aussi... voilà, exactement ça. Vraiment du truc pratique, casse-tête, mince. On s'est pris un gros revers. Et j'en ai qui sont tout de suite soit qui se figent, ils savent plus quoi faire et donc ils n'interviennent plus, soit carrément qui se braquent et qui disent que de toute façon tout est perdu, c'est foutu, et limite ça boude, limite. J'ai beaucoup de mal à gérer ça, et pourtant je parle de joueurs que j'aime beaucoup et que je côtoie depuis longtemps, hein. Mais ça, c'est une sorte d'émotion aussi, beaucoup plus triviale, beaucoup moins problématique. Mais j'y suis vigilant. Voilà, mais bon. Je pense qu'elle peut être plus problématique parce que pour moi, tu vas avoir un joueur qui va se braquer à cause de sa frustration. Et toi, en tant que MJ, si tu veux respecter ton histoire, t'as pas beaucoup de solutions à apporter. Non, d'où le fait que je mentionne ça et comme un point parfois litigieux. Clairement. Ouais. C'est...
Ouais, des fois et ça devient parfois même frustrant pour le MJ parce que des fois tu te dis mais en fait c'est ça qui est intéressant, c'est tu donnes un défi, un truc comme ça et en face c'est pas forcément vécu comme ça au point où tu te dis mais est-ce que tu prends quand même plaisir, tu vois? Oui. Oui, c'est censé quand même rester un jeu et pas un supplice. Malgré toute l'importance qu'on lui accorde. Exactement. J'ai aussi, et ça a été encore plus fréquent d'ailleurs en termes de nombre de joueurs qui étaient concernés par ça, la difficulté, il y a une grosse inégalité à gérer la pression, y compris sur de l'imaginaire, donc du jeu de rôle. J'ai été j'ai été MJ de joueurs qui, sur les situations où il y a une notion d'urgence, où il y a un danger, mais il faut réagir vite et une erreur peut coûter cher, des joueurs qui ont besoin de beaucoup plus de temps pour réfléchir, qui stressent réellement. Ok. Et toi, j'ai un joueur par exemple qui m'a déjà dit que limite je sais qu'avant une session il stresse, tu vois. Ce qui est un peu délicat parce que j'ai des joueurs qui ont hâte de jouer, qui se disent oh, vivement la session et tout, et puis j'en ai qui se disent ça, mais en même temps ils stressent vraiment en se disant mais j'ai peur de faire une connerie, donc ils osent peut-être moins parler aussi, parce qu'il y a une pression constante, il y a des enjeux, donc ça c'est bien transmis, j'en suis content, mais ils se disent j'ose pas, puis je stresse avant, tu vois ce que je veux dire, et ils sont pas tous comme ça. Je vois. Après, c'est bon signe dans le sens où c'est que c'est super important. Si t'arrives à te mettre dans un état de stress, donc c'est que ta campagne provoque un fort intérêt déjà. Après, c'est quelque chose que moi j'ai vécu aussi, pas en amont de la séance, parce que j'ai toujours hâte de jouer et je me dis toujours de toute façon la solution elle se trouvera quand on sera au pied du mur, mais j'ai eu plusieurs fois des scènes que j'ai dû jouer, dont une où je devais vraiment convaincre toute une assemblée de mon innocence. Et physiquement, dans ma vie réelle, j'avais le cœur qui s'était accéléré, j'avais mal au ventre, j'avais la gorge nouée parce que t'as quand même conscience que tu traînes ton personnage, tu traînes ou tu pousses en avant, je sais pas, ton personnage depuis un petit moment maintenant, et que si tu te rates sur cette scène-là, ça va être fatal. Et il y a quand même une espèce d'affect quand même avec ton propre personnage que t'as créé, que t'as fait évoluer, je trouve en tout cas. Donc en même temps, le condamner à mort, ça peut être vécu comme un échec, clairement. Ouais, mais non, mais c'est sûr, et comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est à double tranchant, parce que à la fois ça veut dire, et on reste pour moi sur le registre de l'émotion, ça veut dire qu'il y a une notion d'importance pour le joueur, donc effectivement il y a une notion de réussite, pour lui c'est sérieux, c'est fictif bien évidemment avec toute la distance qu'on sait, mais sérieux quand même, c'est important pour lui, donc ça c'est une réussite. Si tu veux instaurer une pression, moi j'adore les campagnes où les joueurs sentent la pression, ils ont légitimement peur au sens inquiet, putain c'est vraiment la galère, c'est dur, tout ça, ok. Ouais. Ça c'est une satisfaction, mais c'est à double tranchant parce que, encore une fois, réellement, des fois j'ai quand même des joueurs où je me dis, ça peut être trop, quoi. Oui, quand ça passe sur le stade de la frustration, vraiment, effectivement. Ouais, ou du stress et que le gars il se monte la tête avant en se disant voilà, il doit se mettre en condition. Tu te dis bon, on est quand même là pour malgré toute la lourdeur de notre discussion, pour s'amuser quand même en fait. Donc c'est à côté de ça, j'en ai d'autres. Eux, ils vont plus se plaindre sur le moment parce qu'ils vont être légitimement frustrés s'il leur arrive une merde, parce que comme tu l'as très bien dit, c'est important, mais ça va vite passer. Ça, c'est rien. C'est même bien en fait, d'une certaine manière. Oui, là où c'est compliqué, c'est quand ça en vient à bloquer un peu les choses, quoi. C'est ça. Tu sens la pesanteur et tu sens la pesanteur du moment où tu sens qu'il y a un malaise, tu vois ce que je veux dire, c'est comme dans une conversation où tu sens il y a un petit malaise là, et donc plus personne peut prendre plaisir parce que tu sens que c'est là, et il faut faire semblant en fait à ce moment-là. Oui, je vois.
Je Là, c'est vois délicat. et ouais, c'est délicat même à discuter de ça. Je cherche quelque chose que j'ai vécu qui se rapprocherait. Si peut-être j'ai pu vivre une chose comme ça, pas au point de la frustration, mais où la situation, mon personnage a été possédé à un moment donné et a commis des actes irréparables qui ont fait qu'elle a perdu son travail, qu'elle a été incarcérée et que sa réputation dans toute la ville a chuté de diplomate de la cour à vaurienne. Et la frustration a été très intense parce que en plus c'est pas un geste que moi j'ai commis. C'est pas une erreur dans le parcours de mon personnage, c'est pas tout ça, c'est vraiment une possession et j'ai vraiment eu l'impression de subir les conséquences. Alors, ça a été frustrant, mais je me suis pas bloquée, c'est juste par contre que et mon MJ était très inquiet plusieurs fois, il m'a renvoyé est-ce que ça va, est-ce que oui, mais en fait j'étais sidérée. J'étais dans un état de sidération complet qui faisait que je savais plus ce que je pouvais faire pour sortir de ça. Donc, il y avait une frustration, mais là où je sais pas, c'est que c'est pas vraiment la frustration qui m'empêchait d'avancer. C'est juste que c'était tellement merdique que c'était sans issue, totalement. Alors c'est pas tout à fait la même situation, mais je comprends parfaitement ce que tu veux dire, et je rigole parce qu'il y a encore une personne qui nous écoute là, et c'est mon joueur, et il est concerné par ce que j'ai en tête. Comme tu dis, alors c'est une frustration fugace, c'est pas un truc encore une fois qui va créer une pesanteur sur la durée. Moi, ça me gêne pas tant que ça, ce moment-là. Mais tu l'as dit, toi, t'as une perte de contrôle, c'était pas ta responsabilité au sens strict, et pourtant t'en subis les conséquences. C'est ça. Voilà. Et moi, j'ai proposé un moment, il s'est passé un truc, il devait livrer une marchandise, et ils savaient pas, leur contact n'ayant pas été au rendez-vous, ils ont cherché l'acheteur final pour la livrer. Et en fait, moi, dans ma tête, il n'avait jamais été question qu'il puisse, à moins d'un coup de maître et d'une intuition incroyable, qu'il puisse découvrir qui était l'acheteur. Ça me dérangeait pas du tout, c'était pas du tout le but de l'histoire qu'il le trouve en tout cas tout de suite à l'endroit où ils étaient. Et j'ai un joueur qui aime beaucoup réfléchir et que pour le coup je dois bien lui donner ça, il réfléchit très bien. Lui, il s'est mis dans la tête que si c'était possible de le trouver, et donc tous les éléments qu'il avait, il s'est dit mais j'ai que ces éléments, donc ça mène forcément à tel gars. Et il a livré la marchandise à celui qui essayait de voler la marchandise. Ah. Et pour moi, il a pas fait une erreur au sens strict, c'est-à-dire qu'il a pas fait une erreur d'analyse, un petit peu, mais en fait, il était biaisé par le fait que dans sa tête, lui, il pouvait trouver l'acheteur, ça faisait partie de l'histoire du truc qu'il pouvait faire, alors que moi, dans ma tête, il n'était pas du tout question qu'il trouve qui était l'acheteur. Et donc cette incompréhension, d'une certaine manière, lui a créé quand même, faut bien le dire, c'est devenu un truc récurrent, une vanne récurrente avec lui. Mais ça l'a frustré sur le moment, alors que moi je me suis dit, c'est un cliffhanger excellent, ça tombe bien qu'il fasse ça. Et il y a eu une différence comme ça de vision à ce moment précis et qui a créé une friction relative. Hein. Mais oui. Voilà. Oui. J'ai envie de dire comme dans la vraie vie, hein, presque, où tu es parfois persuadé d'être sur le bon chemin et finalement pas du tout. Exactement. Et puis en plus, il est tout à fait retombé sur ses pattes, comme il est assez créatif, et finalement ça a amené sur des trucs intéressants. Mais bon, sur le moment, ça a pu créer le type de frustration que tu décrivais avec ta possession. Là. Je vois. Je compatis. Eh bien voilà, je te propose qu'on finisse sur cet acte de compassion pour montrer que tu es une personne vraiment dans l'émotion et attentive aux autres. Je te remercie. J'espère, malgré tout ce qu'on a pu dire. Voilà. Non mais écoute, je te remercie beaucoup pour cette conversation. C'était très intéressant et assez différent du type de conversation que j'ai habituellement sur les cafés JDR. Écoute, j'en suis ravie et un grand merci à toi d'avoir eu la gentillesse de m'inviter. Je t'en prie, avec plaisir. D'ailleurs, écoute, pourquoi pas une prochaine, on pourra mettre ça si tu es tenté. Avec plaisir. Un de ces 4 matins. Et donc je te dis à très bientôt. Quant à vous, chers auditeurs, merci beaucoup à nouveau pour votre écoute.
Comme d'habitude, si ça vous a plu, si ça vous a inspiré surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, évidemment à vous abonner à la chaîne, soyez empathiques, soyez dans l'émotion, pensez au bon vieux Lestat, et je vous dis à très bientôt sur le Discord ou sur la chaîne. À plus tout le monde.